Ce cours explore en profondeur la relation fondamentale entre la théorie et l'expérience dans la connaissance scientifique et philosophique. D'un côté, nous avons la théorie, du grec theoria, signifiant contemplation intellectuelle. Elle représente l'aspect abstrait et rationnel de notre compréhension du réel. De l'autre côté, nous trouvons l'expérience, du latin experientia, ce qui est éprouvé. Elle englobe l'observation empirique et la vérification pratique de nos hypothèses. La relation entre théorie et expérience peut être représentée comme un équilibre délicat. Ni l'une ni l'autre ne peut exister de manière isolée dans la connaissance scientifique. Cette relation n'est pas simple. Comme le montre ce diagramme, la vérification scientifique implique de multiples étapes interconnectées, de la précision à l'incertitude, en passant par la répétabilité et la récupération. La philosophie des sciences révèle que le savoir progresse par un dialogue permanent entre rationalité conceptuelle et vérification empirique. Cette relation n'est pas statique, mais dynamique. La théorie donne sens à l'expérience, tandis que l'expérience teste et nourrit la théorie dans un processus continu d'enrichissement mutuel. Ainsi, nous découvrons que théorie et expérience sont véritablement inséparables dans la connaissance scientifique. Cette compréhension fondamentale guidera notre exploration approfondie de leurs enjeux philosophiques, scientifiques et épistémologiques. Qu'est-ce qu'une théorie ? Pour comprendre ce concept fondamental, nous devons d'abord explorer ses origines étymologiques et sa signification profonde. Le mot théorie provient du grec ancien théoria, qui signifie contemplation intellectuelle. Cette étymologie révèle déjà la nature profondément réflexive et abstraite de la théorie. Une théorie est un ensemble cohérent de concepts, de principes et de lois. Ces trois éléments s'articulent de manière logique pour former un système explicatif unifié, dont le but est d'expliquer et de comprendre un domaine spécifique de la réalité. Emmanuel Kant apporte une perspective cruciale en décrivant la théorie comme une représentation abstraite et rationnelle du réel. Pour Kant, la théorie ne se contente pas de décrire les phénomènes, elle révèle les structures rationnelles qui les gouvernent. L'exemple parfait d'une théorie est la théorie de la gravitation universelle de Newton. Cette théorie unifie sous une seule loi mathématique des phénomènes apparemment distincts: la chute des corps terrestres, le mouvement des planètes, les marées océaniques et l'orbite des satellites. Ainsi, une théorie n'est pas une simple collection d'observations, mais une construction intellectuelle qui révèle l'unité cachée derrière la diversité des phénomènes. Elle transforme notre compréhension du monde en révélant les principes fondamentaux qui le gouvernent. L'expérience, du latin experientia, signifie littéralement « ce qui est éprouvé ». Ce terme révèle déjà la richesse conceptuelle de cette notion fondamentale en philosophie et en sciences. L'expérience englobe deux dimensions distinctes mais complémentaires. D'une part, le vécu subjectif, notre expérience personnelle du monde. D'autre part, l'expérimentation scientifique, qui constitue une approche méthodique et contrôlée. L'expérimentation scientifique se caractérise par trois éléments essentiels. Premièrement, l'observation contrôlée, qui permet d'isoler les variables pertinentes. Deuxièmement, des conditions précises et définies. Troisièmement, la reproductibilité, garantie de la validité scientifique. Un exemple historique illustre parfaitement cette définition. L'expérience de Michelson et Morley menée en 1887. Cette expérience visait à détecter le mouvement de la Terre à travers l'éther luminifère, un milieu hypothétique supposé porter la lumière. Le résultat fut révolutionnaire. Aucune variation de la vitesse de la lumière ne fut détectée, démontrant son invariance. Cette expérience, menée dans des conditions rigoureusement contrôlées et reproduite de nombreuses fois, a ouvert la voie à la théorie de la relativité d'Einstein. Ainsi, l'expérience scientifique se distingue par sa méthodologie rigoureuse. Elle transforme le vécu subjectif en connaissance objective, reproductible et vérifiable. Cette définition souligne l'importance de la méthode dans la construction du savoir scientifique. L'empirisme classique, développé par des philosophes comme John Locke et David Hume, propose une vision révolutionnaire de la connaissance humaine. Selon ces penseurs, toute connaissance humaine provient exclusivement de l'expérience sensible.
il rejette l'idée d'idées innées ou de connaissances a priori. Le processus empirique suit une logique claire. Nous commençons par l'expérience sensible, nous observons et analysons les données, puis nous formulons des théories générales. John Locke résume cette philosophie par sa célèbre formule. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Cette phrase capture l'essence de l'empirisme. L'exemple parfait de cette approche empirique est la découverte de Galilée sur la chute des corps. En observant des objets tombés de la tour de Pise, il a établi une loi physique fondamentale. L'empirisme repose sur le raisonnement inductif, partir d'observations particulières pour établir des lois générales. Ce processus transforme l'expérience concrète en connaissance théorique. En résumé, l'empirisme établit que toute connaissance authentique dérive de l'expérience sensible et que les théories ne sont que des généralisations de nos observations du monde réel. L'empirisme, malgré ses contributions importantes à la philosophie de la connaissance, présente des limites fondamentales que David Hume a brillamment mises en évidence. Le problème de l'induction, formulé par Hume, révèle une faille majeure dans le raisonnement empirique. Aucune accumulation d'expériences particulières ne peut garantir la vérité universelle d'une théorie générale. Prenons l'exemple classique des signes. Supposons qu'un observateur ait vu 1000 signes, tout blancs. Selon la logique empirique, il pourrait conclure que tous les signes sont blancs. Cette observation répétée conduirait naturellement à la conclusion générale que tous les signes sont blancs. C'est exactement le type de raisonnement inductif que prône l'empirisme. Cependant, la découverte d'un seul signe noir suffit à réfuter complètement cette théorie générale. Cet exemple illustre parfaitement la limite fondamentale de l'induction empirique. Cette limitation révèle un paradoxe fondamental. L'expérience empirique ne peut jamais prouver définitivement une vérité universelle, mais elle peut la réfuter instantanément. C'est là que réside la limite intrinsèque de l'empirisme comme méthode de connaissance. Cette critique de Hume ouvre la voie à de nouvelles approches philosophiques qui chercheront à dépasser les limites de l'empirisme pur. Immanuel Kant développe une position philosophique révolutionnaire appelée le rationalisme critique. Cette approche propose une synthèse entre l'empirisme et le rationalisme pur, transformant notre compréhension de la connaissance scientifique. Pour Kant, la connaissance scientifique ne peut provenir d'une seule source. Elle repose nécessairement sur deux éléments complémentaires. D'une part, l'expérience sensible nous fournit les données empiriques, la matière brute de nos observations. D'autre part, les formes a priori de l'entendement constituent les structures mentales nécessaires pour organiser et comprendre cette expérience. Ces catégories et concepts purs ne dérivent pas de l'expérience, mais la rendent possible. La révolution kantienne consiste à montrer que ces deux sources doivent nécessairement s'articuler. Ni l'une ni l'autre ne peut produire de connaissances valides de manière isolée. Cette position est parfaitement résumée dans la célèbre formule kantienne. Les concepts sans intuition sont vides, les intuitions sans concept sont aveugles. Cette citation capture l'essence du rationalisme critique. Que signifie cette formule? D'un côté, les concepts sans intuition sont vides. Cela critique le rationalisme dogmatique qui prétend connaître le réel par la seule raison, sans recours à l'expérience. De l'autre côté, les intuitions sans concept sont aveugles. Cela critique l'empirisme naïf qui croit que l'expérience sensible peut nous donner directement la connaissance, sans structure conceptuelle pour l'organiser. Kant propose une architecture complexe de la connaissance. Cette pyramide illustre comment les différents niveaux s'articulent, depuis les sensations brutes jusqu'à l'unité transcendantale de la perception qui unifie toute expérience possible. Le rationalisme critique de Kant révolutionne ainsi la philosophie de la connaissance. Il montre que la science n'est ni pure construction rationnelle, ni simple enregistrement empirique, mais synthèse active entre les formes a priori de l'esprit et les données de l'expérience sensible. Gaston Bachelard, philosophe des sciences français, a révolutionné notre compréhension de l'observation scientifique en démontrant qu'il n'existe pas d'observation pure sans théorie préalable. Cette citation fondamentale de Bachelard
remet en question l'idée naïve selon laquelle nous pourrions observer la nature de manière complètement objective et neutre. Toute observation scientifique est guidée par un projet théorique qui définit ce que nous cherchons. La théorie agit comme une lentille qui focalise notre attention sur certains aspects de la réalité. L'exemple de la découverte de l'électron illustre parfaitement ce principe. Sans un cadre théorique sur la structure de la matière, l'expérience du tube à décharge n'aurait été qu'une simple observation de lumière colorée. Le cadre théorique ne se contente pas d'interpréter les observations, il détermine ce que nous observons, comment nous l'observons et ce que nous considérons comme significatif dans nos mesures. Ainsi, Bachelard nous montre que l'observation scientifique n'est jamais passive ou neutre. Elle est toujours active, orientée et structurée par nos concepts théoriques préalables. Karl Popper révolutionne la philosophie des sciences en proposant un nouveau critère pour distinguer la science de la non-science, la falsifiabilité. Selon Popper, une théorie scientifique doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être testée par l'expérience et potentiellement réfutée. La falsifiabilité signifie qu'une théorie doit pouvoir être mise à l'épreuve. Si aucune expérience ne peut potentiellement la contredire, alors elle n'est pas scientifique, selon Popper. L'important n'est pas que toutes les expériences confirment la théorie, mais qu'il soit possible qu'une expérience la réfute. C'est cette possibilité de réfutation qui rend une théorie scientifique. Ce diagramme illustre comment les hypothèses scientifiques sont testées. Popper insiste sur l'importance de formuler des hypothèses qui peuvent être clairement réfutées par l'expérience. Popper révolutionne la méthode scientifique. Contrairement à l'approche traditionnelle qui cherche à accumuler des confirmations, Popper propose de chercher activement à réfuter nos théories. Popper résume sa philosophie dans cette citation célèbre. La science n'est pas une accumulation d'observations, mais un ensemble d'hypothèses que l'on tente de réfuter. La falsifiabilité de Popper transforme notre compréhension de la science. Elle devient le critère qui distingue la science authentique de la pseudoscience et établit une méthode rigoureuse pour le progrès scientifique par la réfutation d'hypothèses. Ainsi, pour Popper, une théorie scientifique doit toujours être falsifiable. C'est cette vulnérabilité à la réfutation qui fait paradoxalement sa force scientifique. L'expérience sans théorie présente un risque majeur, l'aveuglement empirique. Lorsque nous collectons des observations sans cadre théorique pour les organiser, nous risquons de passer à côté des véritables causes des phénomènes. Imaginons un météorologue du 19e siècle collectant des observations dispersées. Température, précipitation, vent. Ces données, bien que précises, restent isolées les unes des autres. Sans cadre théorique, ces observations restent énigmatiques. Pourquoi pleut-il ici et fait-il soleil là-bas? Quelle est la logique derrière ces variations? Les premières tentatives d'organisation des données météorologiques illustrent parfaitement ce problème. Observons cette carte météorologique historique. Ce tableau synoptique du 19e siècle montre une tentative d'organisation des données météorologiques. Malgré sa complexité apparente, il révèle les limites de l'approche purement empirique. Cette organisation circulaire, basée sur les directions du vent et la pression barométrique, reste descriptive. Elle catalogue les observations, mais ne révèle pas les mécanismes causaux sous-jacents. Examinons une autre approche historique, cette carte géographique avec des données météorologiques superposées. Cette carte montre des lignes de température et des gradients climatiques. Bien que plus sophistiquée, elle reste limitée par l'absence de modèles théoriques expliquant la dynamique atmosphérique. Ces lignes rouges et bleues indiquent des variations de température, mais sans théorie des masses d'air, des fronts météorologiques ou de la circulation atmosphérique, elles restent de simples corrélations. L'aveuglement empirique se manifeste ainsi. Une accumulation de données sans compréhension des processus causaux qui les génèrent. Comme un observateur aux yeux bandés, le chercheur purement empirique accumule les données sans percevoir les liens causaux qui les unissent. Les observations restent fragmentées et incompréhensibles.
Sans théorie pour guider l'interprétation, les observations demeurent isolées. Il devient impossible de distinguer les corrélations significatives du simple hasard. Les tentatives de connexion échouent car elles ne reposent sur aucun fondement théorique solide. C'est précisément le piège de l'aveuglement empirique. En météorologie, ce n'est qu'avec le développement des modèles théoriques de circulation atmosphérique que les observations ont pris tout leur sens, permettant enfin de comprendre et prédire les phénomènes climatiques. La science progresse grâce à une articulation dynamique entre théorie et expérience. Cette relation n'est pas unidirectionnelle, mais constitue un véritable aller-retour permanent qui fait avancer la connaissance scientifique. Cette articulation dynamique se manifeste en 3 phases principales. Premièrement, l'expérience suscite des hypothèses théoriques. Lorsque les scientifiques observent des phénomènes que les théories existantes ne peuvent expliquer, ils sont motivés à développer de nouvelles approches théoriques. Deuxièmement, la théorie guide de nouvelles expériences. Une fois qu'une hypothèse théorique est formulée, elle oriente la conception d'expériences spécifiques destinées à la tester et à explorer ses implications. Troisièmement, les expériences confirment, infirment ou modifient la théorie. Les résultats expérimentaux peuvent valider une théorie, la réfuter complètement ou nécessiter sa modification pour mieux correspondre aux observations. L'exemple le plus frappant de cette articulation dynamique est la naissance de la mécanique quantique. À la fin du 19e siècle, plusieurs expériences révélaient des phénomènes que la physique classique ne pouvait expliquer, forçant les scientifiques à repenser fondamentalement leur compréhension de la nature. Max Planck, en 1900, étudiait le rayonnement du corps noir. Les observations expérimentales ne correspondaient pas aux prédictions de la physique classique. Pour résoudre cette contradiction, Planck proposa une hypothèse révolutionnaire. L'énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que des valeurs discrètes. Einstein, en 1905, s'appuya sur l'hypothèse de Planck pour expliquer l'effet photoélectrique. Cette expérience montrait que la lumière éjecte des électrons d'une surface métallique de manière qui ne pouvait s'expliquer par la théorie ondulatoire classique. Einstein proposa que la lumière est constituée de particules d'énergie quantifiées, les photons. Niels Bohr, en 1913, appliqua les concepts quantiques à la structure atomique. Les spectres d'émission des atomes, observés expérimentalement, ne pouvaient être expliqués par la physique classique. Bohr proposa que les électrons occupent des orbites quantifiées autour du noyau, expliquant ainsi les raies spectrales discrètes observées. Cette articulation dynamique entre théorie et expérience forme un cycle complet et continu. Les observations inexpliquées motivent de nouvelles hypothèses théoriques qui, à leur tour, guident la conception d'expériences spécifiques. Les résultats de ces expériences valident, réfutent ou modifient les théories, générant potentiellement de nouvelles observations à expliquer. Ce processus itératif constitue le moteur du progrès scientifique. L'expérience scientifique, bien qu'essentielle à la connaissance, rencontre des limites fondamentales qui contraignent notre capacité d'observation directe du réel. La première limite majeure concerne les phénomènes qui dépassent complètement l'échelle humaine d'expérimentation. Nous ne pouvons pas reproduire en laboratoire des événements cosmiques. Prenons l'exemple du Big Bang. Cet événement unique dans l'histoire de l'univers implique des conditions de température et de pression si extrêmes qu'il est impossible de les reproduire. Nous ne pouvons l'étudier que par observation indirecte. De même, les trous noirs présentent des conditions gravitationnelles si extrêmes que toute expérimentation directe est impossible. L'horizon des événements constitue une barrière infranchissable pour l'observation directe. La seconde limite fondamentale réside dans le fait que l'acte même d'observation peut perturber le phénomène que nous cherchons à étudier. Le principe d'incertitude d'Heisenberg illustre parfaitement cette limite. En mécanique quantique, l'acte de mesurer la position d'une particule avec précision rend impossible la mesure simultanée de sa vitesse avec la même précision. Ces limites fondamentales révèlent que l'expérience scientifique n'est pas omnipotente.
Elle souligne la nécessité de compléter l'observation par la modélisation théorique et les approches indirectes. Ainsi, bien que l'expérience reste indispensable à la science, elle doit reconnaître ses limites intrinsèques pour s'articuler efficacement avec la dimension théorique de la connaissance scientifique. Les théories scientifiques, bien qu'essentielles à notre compréhension du monde, possèdent des limites importantes qu'il convient d'examiner attentivement. Une première limite fondamentale des théories réside dans le fait qu'elles peuvent être mathématiquement cohérentes sans pour autant correspondre à la réalité empirique observable. L'exemple le plus frappant est celui de la théorie des cordes. Cette théorie présente une élégance mathématique remarquable et promet d'unifier toutes les forces fondamentales, mais elle demeure actuellement non testable expérimentalement. La seconde limite majeure des théories concerne leur nature évolutive. Elles peuvent être révisées ou complètement abandonnées au profit de nouvelles conceptions. La révolution copernicienne illustre parfaitement cette limite. Le modèle géocentrique, mathématiquement sophistiqué et accepté pendant des siècles, fut remplacé par l'héliocentrisme, qui offrait une explication plus simple et plus précise. La théorie de la relativité d'Einstein constitue un autre exemple majeur de révision théorique, remplaçant la mécanique newtonienne pour les phénomènes à grande échelle et haute vitesse. La mécanique quantique représente également une rupture conceptuelle majeure, introduisant l'indéterminisme et la dualité onde-particule, concept inconcevable dans la physique classique. Ces exemples démontrent que les théories scientifiques, malgré leur puissance explicative, restent des constructions provisoires susceptibles d'être dépassées par de nouveaux paradigmes plus performants. L'interaction entre théorie et expérience ne se limite pas à la recherche fondamentale. Elle constitue le moteur du progrès technologique, créant un cycle dynamique où la théorie guide la création de nouvelles technologies qui, à leur tour, permettent de nouvelles expériences scientifiques. Prenons l'exemple du laser. En 1917, Einstein développe la théorie de l'émission stimulée de radiation, un concept purement théorique basé sur la mécanique quantique. Cette théorie prédit qu'un photon peut stimuler l'émission d'un autre photon identique dans un milieu approprié. Un autre exemple frappant est le système GPS. La théorie de la relativité générale d'Einstein prédit que le temps s'écoule différemment selon l'intensité du champ gravitationnel. Sans les corrections relativistes basées sur cette théorie, le GPS accumulerait une erreur de plusieurs kilomètres par jour. Inversement, les technologies avancées ouvrent de nouveaux horizons expérimentaux. Les accélérateurs de particules, comme le Large Hadron Collider, permettent de créer des conditions extrêmes impossibles à observer naturellement, révélant l'existence de nouvelles particules comme le boson de Higgs. Les télescopes spatiaux illustrent parfaitement comment la technologie révolutionne l'expérience scientifique. En s'affranchissant des limitations atmosphériques, ils permettent d'observer des phénomènes cosmiques avec une précision inégalée, confirmant ou remettant en question nos théories sur l'univers. Cette interaction théorie-technologie-expérience forme un cycle d'innovation perpétuel. Les théories inspirent de nouvelles technologies qui permettent des expériences inédites, conduisant à de nouvelles découvertes qui enrichissent nos théories. Ce processus dynamique constitue le cœur du progrès scientifique et technologique moderne. La relation entre théorie et expérience en science soulève des questions éthiques fondamentales. Certaines expériences, bien qu'elles puissent faire progresser nos connaissances théoriques, sont limitées ou interdites par des considérations éthiques. L'expérimentation animale illustre parfaitement ce dilemme éthique. Bien qu'elle soit essentielle pour tester des théories médicales et développer de nouveaux traitements, elle soulève des questions morales importantes sur le traitement des animaux. Cette image illustre les 4 principes fondamentaux qui encadrent l'éthique de la recherche animale. Un objectif scientifique clair, un traitement humain des animaux, une supervision par du personnel qualifié et la minimisation de la douleur et de la souffrance. Ces principes reflètent la nécessité d'équilibrer les bénéfices scientifiques potentiels avec le respect du bien-être animal.
Chaque expérience doit être justifiée par son importance scientifique et menée selon des protocoles stricts. Un autre domaine où l'éthique limite l'expérimentation est celui des manipulations génétiques humaines. Bien que la théorie génétique permette d'envisager de nombreuses modifications, l'éthique impose des restrictions strictes sur ce qui peut être testé sur les humains. La théorie génétique nous permet de comprendre comment modifier l'ADN humain, mais une barrière éthique stricte empêche la plupart des expérimentations directes sur les humains, particulièrement celles qui pourraient affecter les générations futures. Plusieurs types d'expériences sont ainsi strictement encadrées ou interdites. La modification génétique germinale qui affecterait les descendants, le clonage reproductif humain, les expériences sur embryons humains et les tests de médicaments sans consentement éclairé. Ces limitations éthiques ne freinent pas la science, mais l'orientent vers des méthodes alternatives. Les comités d'éthique jouent un rôle crucial en évaluant chaque projet de recherche, garantissant que l'avancement des connaissances théoriques se fasse dans le respect des valeurs humaines fondamentales. Paul Feyerabend, philosophe des sciences autrichien, développe dans les années 1970 une critique radicale de la conception traditionnelle de la méthode scientifique. Son ouvrage Contre la méthode remet en question l'idée même d'une méthode scientifique universelle. Feyerabend s'oppose à la vision traditionnelle qui postule l'existence d'une méthode scientifique unique et universelle. Il argue qu'il n'existe pas une seule voie vers la connaissance scientifique, mais plutôt une pluralité d'approches également valides. La critique postmoderne de Feyerabend repose sur plusieurs principes fondamentaux. L'anarchisme épistémologique rejette toute règle méthodologique fixe. Son célèbre slogan « Anything goes », tout est bon, suggère que différentes méthodes peuvent être appropriées selon les contextes. Feyerabend souligne que les contextes culturels jouent un rôle crucial dans le développement des connaissances. La science occidentale n'est qu'une approche parmi d'autres. Les médecines traditionnelles, l'astronomie maya ou d'autres systèmes de connaissances possèdent leur propre validité et leurs propres méthodes. Cette critique postmoderne a des implications profondes pour la science contemporaine. Elle remet en question l'idée d'une objectivité scientifique absolue, reconnaît la diversité épistémologique, critique l'impérialisme scientifique occidental et encourage le dialogue entre différentes traditions de connaissances. En conclusion, la critique postmoderne de Feyerabend nous invite à repenser la relation entre théorie et expérience en reconnaissant la pluralité des approches scientifiques et l'importance fondamentale des contextes culturels dans la production des connaissances. Dans cette synthèse, nous explorons l'une des conclusions les plus importantes de notre analyse. La théorie et l'expérience ne peuvent être séparées dans la connaissance scientifique. Traditionnellement, on pourrait penser que la théorie et l'expérience sont deux domaines distincts de la connaissance. La théorie, avec ses concepts abstraits et ses principes rationnels, d'un côté, l'expérience avec ses observations empiriques et ses données concrètes de l'autre. Cependant, notre analyse révèle que cette séparation est artificielle. En réalité, théorie et expérience sont intimement liées et mutuellement dépendantes. La théorie donne sens à l'expérience en fournissant un cadre conceptuel pour interpréter les observations. Sans théorie, l'expérience reste aveugle et désorganisée. Réciproquement, l'expérience teste et nourrit la théorie. Elle valide, réfute ou enrichit les constructions théoriques, leur donnant une base empirique solide. Cette relation bidirectionnelle révèle l'inséparabilité fondamentale de la théorie et de l'expérience. Elle forme un tout indivisible dans la démarche scientifique. Cette synthèse nous montre que la connaissance scientifique authentique émerge de cette relation continue et indivisible entre théorie et expérience. Aucune des deux ne peut exister de manière isolée dans la science. Ainsi, la science authentique ne réside ni dans la pure théorisation, ni dans l'empirisme brut, mais dans cette unité dialectique où théorie et expérience s'enrichissent mutuellement dans un processus dynamique de construction de la connaissance. Après avoir exploré la relation entre théorie et expérience, nous arrivons à une question fondamentale qui divise les philosophes des sciences depuis des siècles.
La question centrale est la suivante. La science révèle-t-elle la véritable nature de la réalité ou ne fait-elle que nous fournir des outils conceptuels utiles pour prédire et contrôler les phénomènes? Cette interrogation nous mène vers deux positions philosophiques majeures. D'un côté, le réalisme scientifique soutient que nos théories scientifiques correspondent effectivement à la structure réelle du monde. De l'autre côté, l'instrumentalisme considère que les théories scientifiques ne sont que des instruments conceptuels, des modèles mathématiques qui nous permettent de faire des prédictions efficaces sans nécessairement refléter la réalité ultime. Examinons d'abord le réalisme scientifique plus en détail. Cette position affirme que les entités théoriques comme les électrons, les quarks ou les champs électromagnétiques existent réellement dans la nature. Pour les réalistes, si nos théories permettent de prédire avec succès les phénomènes naturels, c'est précisément parce qu'elles capturent quelque chose de vrai sur la structure fondamentale de la réalité. L'instrumentalisme, en revanche, adopte une position plus pragmatique. Cette approche considère que nous ne pouvons jamais vraiment savoir si nos théories correspondent à la réalité ultime. Selon cette perspective, peu importe que les électrons existent vraiment ou non. Ce qui compte, c'est que le concept d'électron nous permet de construire des circuits électroniques fonctionnels et de prédire leur comportement. Cette tension entre correspondance au réel et utilité prédictive révèle une question plus profonde sur la nature même de la connaissance scientifique et ses limites. Cette ouverture philosophique nous invite à réfléchir non seulement sur ce que la science peut nous apprendre, mais aussi sur la nature même de la réalité et notre capacité à la connaître. Elle prépare le terrain pour examiner les développements contemporains de la science et de la technologie. Le rapport entre science et technique soulève une question fondamentale. La technique est-elle simplement une application pratique de la théorie scientifique ou constitue-t-elle un moteur qui génère de nouvelles expériences et découvertes? Le modèle traditionnel conçoit la technique comme une simple application des découvertes scientifiques. Dans cette vision linéaire, la science produit des connaissances théoriques que la technique transforme ensuite en applications pratiques. Le modèle interactif révèle une relation bidirectionnelle. La technique ne se contente pas d'appliquer la science. Elle génère de nouvelles expériences, pose de nouveaux problèmes et stimule ainsi la recherche scientifique. Cette interaction dynamique enrichit les deux domaines. Prenons des exemples concrets. Le télescope Innovation technique a permis de nouvelles observations astronomiques qui ont révolutionné notre compréhension de l'univers. L'ordinateur, né de théories mathématiques, génère aujourd'hui de nouveaux champs de recherche. L'imagerie médicale, techniques sophistiquées, révèle des phénomènes biologiques inédits. Cette relation complexe entre science et technique forme un cycle dynamique. La théorie inspire l'expérimentation, qui développe de nouvelles techniques, lesquelles génèrent des innovations qui, à leur tour, nourrissent de nouvelles théories. Ce processus cyclique caractérise le progrès scientifique et technologique contemporain. Ainsi, le rapport entre science et technique dépasse la simple application linéaire. Il s'agit d'une coévolution où chaque domaine enrichit l'autre, créant une dynamique d'innovation continue qui transforme notre compréhension du monde et nos capacités d'action. L'intelligence artificielle ouvre une nouvelle voie de réflexion fondamentale sur la relation entre théorie et expérience, transformant notre compréhension traditionnelle de la modélisation du réel. Contrairement à l'approche traditionnelle, qui part de théories pour les tester par l'expérience, l'intelligence artificielle propose un paradigme révolutionnaire, basé sur l'analyse de données massives pour générer des modèles prédictifs. L'intelligence artificielle agit comme un pont sophistiqué entre théorie et expérience. Elle permet de créer des modèles virtuels immersifs qui simulent la réalité, offrant un espace d'exploration entre la pure abstraction théorique et l'expérimentation directe. Cette hiérarchie des technologies d'intelligence artificielle révèle comment chaque niveau représente une nouvelle forme de modélisation du réel. Des modèles d'apprentissage automatique aux grands modèles de langage, chaque couche offre des capacités croissantes de compréhension et de génération.
L'intelligence artificielle soulève des questions épistémologiques fondamentales. Les modèles d'apprentissage automatique constituent-ils de nouvelles formes de théorie? Comment interpréter les processus opaques des algorithmes? L'IA peut-elle véritablement découvrir des vérités sur la nature du réel? L'intelligence artificielle transforme fondamentalement l'avenir de la science. Elle ouvre de nouvelles méthodes de recherche, accélère les découvertes, permet la modélisation de systèmes complexes et redéfinit la collaboration entre l'intelligence humaine et artificielle, tout en soulevant des questions éthiques cruciales. Ainsi, l'intelligence artificielle ne remplace pas la relation traditionnelle entre théorie et expérience, mais la transforme en créant de nouveaux espaces de modélisation et de compréhension du réel. L'évolution contemporaine des théories scientifiques révèle une tendance majeure, l'importance croissante de l'interdisciplinarité. Cette approche transforme radicalement notre façon de comprendre et d'analyser les phénomènes complexes. L'interdisciplinarité représente une approche méthodologique qui intègre des méthodes, des concepts et des perspectives provenant de plusieurs disciplines distinctes pour aborder des questions complexes. Cette intersection entre différents domaines, comme le montre ce diagramme, crée de nouvelles perspectives et des méthodes innovantes. L'analyse du discours contemporain illustre parfaitement cette évolution. Les théories contemporaines en analyse du discours s'inspirent principalement de trois domaines clés. D'abord, les sciences humaines numériques qui permettent l'analyse de données textuelles massives et créent des visualisations interactives. Ensuite, les études environnementales apportent une compréhension des discours écologiques, des narratives climatiques et de la communication environnementale. Enfin, les sciences cognitives éclairent les processus mentaux, la compréhension du langage et les aspects neurolinguistiques de la communication. Cette approche interdisciplinaire crée une complexité méthodologique qui nécessite une communication constante entre les domaines, une analyse multiperspective, une synthèse créative des différentes approches, une évaluation intégrée et une exécution coordonnée. Cette évolution vers l'interdisciplinarité apporte de nombreux avantages. L'innovation méthodologique, une compréhension holistique des phénomènes, une collaboration renforcée entre chercheurs et des résultats plus robustes et nuancés. En conclusion, l'importance croissante de l'interdisciplinarité transforme fondamentalement la recherche contemporaine en créant de nouveaux paradigmes de compréhension et d'analyse qui dépassent les frontières disciplinaires traditionnelles. L'analyse du discours contemporain dépasse désormais les limites du texte traditionnel pour embrasser une vision plus holistique qui intègre la matérialité et l'affect. Cette évolution représente un changement paradigmatique fondamental. Alors que l'analyse traditionnelle se concentrait uniquement sur les mots et leur structure linguistique, les théories contemporaines reconnaissent l'importance cruciale des éléments matériels et affectifs. La matérialité englobe tous les éléments physiques qui participent à la communication. Les objets, les supports matériels et l'environnement spatial ne sont plus considérés comme de simples contenants neutres, mais comme des acteurs actifs dans la formation des discours. L'affect représente la dimension émotionnelle et sensorielle de la communication. Les émotions, les sensations corporelles et les expériences affectives ne sont plus considérées comme des éléments périphériques, mais comme des composantes centrales qui façonnent activement la production et l'interprétation des discours. Les théories contemporaines reconnaissent que les entités non humaines, technologies, objets, environnement naturel, ne sont pas de simples outils passifs, mais des acteurs qui participent activement à la construction du sens et à la formation des pratiques discursives. Cette approche intégrative révolutionne notre compréhension de la formation des discours. Elle reconnaît que le sens émerge de l'interaction complexe entre le texte, la matérialité, l'affect et les entités non humaines, créant un réseau dynamique de signification qui dépasse largement les limites de l'analyse textuelle traditionnelle. Ce changement paradigmatique ouvre de nouvelles perspectives pour l'analyse du discours, permettant une compréhension plus riche et plus nuancée des processus de communication dans notre monde contemporain complexe et interconnecté.
L'intelligence artificielle révolutionne la façon dont nous menons la recherche scientifique. Les progrès récents de l'apprentissage automatique ouvrent des possibilités extraordinaires pour l'analyse et l'interprétation des données. Imaginez des ordinateurs portables dotés d'intelligence artificielle avancée, capables d'analyser en temps réel les scènes qui se déroulent devant nous. Ces dispositifs représentent l'avenir de l'interaction homme-machine. Ces systèmes peuvent lire les expressions faciales et interpréter le langage corporel de nos interlocuteurs. Cette capacité d'analyse comportementale ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche en sciences humaines et sociales. Sur la base de ces analyses, l'intelligence artificielle peut nous offrir des conseils personnalisés et contextualisés. Cette capacité transforme la prise de décision scientifique en intégrant des données comportementales complexes. Ces technologies transforment déjà plusieurs domaines scientifiques. En psychologie, elles permettent d'analyser les comportements avec une précision inégalée. En médecine, elles aident au diagnostic précoce. En sociologie, elles révèlent des patterns sociaux complexes. L'avenir de la science sera façonné par cette symbiose entre intelligence artificielle et recherche humaine. Ces outils ne remplacent pas le scientifique, mais augmentent ses capacités d'observation, d'analyse et de compréhension du monde.